Bonjour tout le monde, je vois que tout le monde se connecte doucement, je vous laisse arriver. Bienvenue pour cette deuxième session Exploria Environnement. On a parlé beaucoup de régulation, d'industrie ce matin. Là, à midi, on va parler de la mode. L'intitulé de notre session s'appelle « Comment l'IA peut-elle se mettre au service de la révolution verte de la mode ?» Une donnée qui est un peu contestée, mais avec laquelle je vais quand même commencer. On dit souvent que l'industrie de la mode est la deuxième plus polluante après l'industrie pétrolière, donc ça a de quoi interroger. Et depuis quelques années, les termes mode durable, responsable, vertueuse, sont sur toutes les bouches. Et ce sujet de la durabilité de la mode est vraiment devenu un sujet d'opinion important, qui se traduit par des comportements de consommateurs qui changent, qui se tournent de plus en plus vers, par exemple, la seconde main ou vers des produits éco-responsables. Dans ce contexte, les marques redoublent d'efforts pour repenser leur chaîne de valeur et pour réduire le gaspillage et misent beaucoup sur l'innovation. Et qui dit innovation dit IA. On va parler d'intelligence artificielle aujourd'hui avec nos invités. Et on sait que l'IA joue déjà un rôle important dans l'expérience client, l'expérience digitale client, mais elle a aussi un impact important sur les questions environnementales et de soutenabilité de cette industrie. Donc aujourd'hui, l'idée, ça va être de se poser d'abord d'avoir une idée très claire de la réalité de l'IA dans la mode. Est-ce que c'est marginal? Est-ce que c'est une montée en puissance importante? Les risques qui sont afférents à cette nouvelle technologie et le potentiel, évidemment, comment, à partir de là, on peut passer à l'échelle sur cette utilisation et si c'est souhaitable ou pas. Je vais laisser mes invités se présenter en moins d'1 minute 30. C'est un petit challenge qu'on se pose. Je commence avec vous, Pascal. Oui, Pascal Morand, je suis président exécutif de la Fédération de la haute couture et de la mode qui rassemble toutes les marques de création, les marques de luxe, mais les marques de création sur un plan plus général, et comme les activités, donc notamment de prêt-à-porter de nature créative, parce que prêt-à-porter est très générique, et également de haute couture, c'est-à-dire en ce moment la semaine de haute couture, jusqu'à ce soir, qui se déroule très bien. Et la caractéristique de notre fédération, c'est d'avoir deux activités. Une activité classique de fédération professionnelle, avec ses membres, qui sont... on a 110 membres, dont 50% de membres français. Toutes les grandes marques en particulier sont là, et françaises et internationales. Donc tout ce qui implique commissions, notamment innovation et développement durable, aussi dans le juridique, dans le social, etc. Bref, toutes les activités d'une fédération. Et puis on a un autre volet qui est d'une agence événementielle, puisque nous organisons, nous coordonnons, pour être précis, la Paris Fashion Week pour l'homme et pour la femme, et la semaine de l'haute couture. Et vous nous disiez que ça se passait particulièrement bien cette année, la Fashion Week. C'est la semaine de l'haute couture en ce moment. C'était la Paris Fashion Week Homme il y a 10 jours. Alors je ne suis pas le mieux placé pour le dire, parce que j'ai peut-être un biais. Mais enfin, en tout cas, tout l'effet de miroir qui me parvient me tente à me montrer que ça se passe bien. Pourquoi? Parce que d'abord, la haute couture, ou la couture, parce qu'il n'y a pas que des marques de haute couture, l'espèce de haute couture, même dans le calendrier officiel, attire beaucoup. Parce que c'est l'interface entre la création et le savoir-faire, ce qui dans tous les secteurs de l'économie est très naturellement pas en vogue. Il y a quelque chose de profond qui se passe par rapport à ça. Et puis il y a le retour au physique. Et ça fait plaisir. D'ailleurs, on est heureux de se retrouver en plateau. Voilà. Bon, les invités vous êtes avec nous quand même. En Zoom, mais ils sont là. Ce sera encore mieux s'ils étaient présents. Enfin, bientôt. Sofiane. Et donc, bonjour, Sofiane Deloup. Je suis cofondateur et CEO d'une start-up qui s'appelle New Life. Et on est en train de créer un écosystème qui vise à coordonner les créateurs à travers le monde. Donc c'est un peu plus large que la mode. On s'intéresse à l'esthétique et à l'éthique de l'esthétique. Et donc ces esthétiques, en fait, elles vont innover en utilisant donc les réseaux sociaux, etc. La plupart des réseaux sociaux sont focalisés sur l'engagement. Nous, ce qui nous intéresse, en fait, c'est de valoriser les trendsetters et tous les créatifs qui sont en amont des tendances et qui ont besoin de se concerter. Et aujourd'hui, en fait, les réseaux sociaux sont beaucoup focalisés sur les contenus qui touchent, on va dire, le plus grand nombre.
Et donc, ces créatifs aujourd'hui sont pénalisés par les réseaux sociaux principaux, parce qu'en fait, quand ils créent du contenu qui est trop innovant, les algorithmes les annulent. Et donc, on a créé un espace en fait qui permet à tous ces créatifs de se coordonner. Et donc, toute la data qui est produite peut être du coup très utile pour justement faciliter la compréhension de ces tendances en amont. Oui. Parce qu'en fait, on peut regarder la data des réseaux sociaux, la data des consommateurs, mais c'est déjà un petit peu trop tard. Donc, on essaye de faire une data un peu plus en amont sur justement quelles sont les tendances culturelles, créatives, les sous-cultures qui émergent, etc. Pour apporter notre contribution, en tout cas, essayer de réduire ce flou au sein duquel la surproduction et le gaspillage est occasionné. Voilà. Et donc mieux aligner l'offre et la demande, finalement. C'est ça, et mieux aligner aussi les créatifs entre eux. Oui. Donc aujourd'hui, on n'est pas trop sur les consommateurs, on est focalisé plus sur les créatifs. Donc l'idée, c'est effectivement de créer un espace qui facilite en fait leur alignement. Jean-David ? Oui, bonjour, Jean-David Benassouli, PwC, en cabinet d'audit et de conseil. Donc moi, je suis associé en charge des activités data analytics et intelligence artificielle pour PwC France et le Maghreb. Ça représente à peu près 300 experts de la donnée, dont 50 data scientists. Alors PwC travaille depuis presque 25 ans sur les enjeux du développement durable. Donc mais on travaille de plus en plus avec les associés Sylvain Lambert et Émilie Bobin, ensemble, donc avec des équipes développement durable et data depuis 3-4 ans seulement. Et on voit converger, et on aura l'occasion d'en parler plus avant, tout ce monde du développement durable et de la data, et notamment dans le secteur de la mode, dont on va parler plus avant. Alors merci à tous les trois. Je précise que c'est un plateau 100% masculin. C'est pas dans nos habitudes. Et le prochain plateau sera 100% féminin. Donc on est évidemment très sensible à ces sujets. Jean-David, je vais commencer avec vous, peut-être pour que vous nous aidiez à comprendre un peu le contexte, à la fois des enjeux environnementaux qu'il y a dans la mode, que vous connaissez certainement très bien, et concrètement comment l'IA peut aujourd'hui accompagner ces acteurs-là dans la réduction du gaspillage et tous les enjeux auxquels ils font face sur ce sujet. Alors avant de parler d'IA, et c'est intéressant, c'était aussi la conférence d'ouverture ce matin, qui dit IA, et on parle souvent finalement l'IA comme un moteur, il faut d'abord avoir son carburant, et donc le carburant c'est de la data, et ce carburant il faut non seulement l'avoir, et puis ensuite il faut qu'il soit de qualité. Et ce qu'on voit aujourd'hui dans les enjeux de développement durable autour de la donnée, c'est que pour mesurer, pour avoir de la transparence, pour pouvoir communiquer, pour que ce soit des enjeux réglementaires, il faut de la donnée. On se rend compte en fait que dans toutes les discussions qu'on peut avoir dans ces enjeux de développement durable dans le monde de la mode, qu'on a besoin, comme tout projet de la donnée, de collecter de la donnée, et on a des problématiques qui sont très classiques de monde de la donnée. On a des sujets de référentiel, on a des sujets de où trouver la donnée, des sujets de gouvernance, de mise en place. Et avant de parler d'IA, on a besoin de faire ce qu'on appelle une baseline, de collecter des données, de faire une baseline pour pouvoir mesurer. Ce qui est en revanche particulier dans l'industrie de la mode, c'est qu'on a affaire dans ces projets finalement souvent à des acteurs de taille moyenne, à des responsables RSE. Et pour le coup, ce sont des acteurs qui ont beaucoup moins l'habitude de travailler autour de la donnée. Nous, régulièrement, dans le monde de la data, dans lequel je travaille, à peu près 50% des cas d'usage, c'est d'abord le marketing, donc c'est des directions de marketing, des directions clients, puis on travaille beaucoup avec la finance, avec la supply chain, et c'est plutôt des départements qui ont l'habitude de traiter de la donnée. Quand on travaille avec des acteurs de la mode ou des responsables RSE de la mode, ce ne sont pas des personnes qui ont l'habitude ou qui sont sensibilisées à la donnée. Alors ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que ce monde de la mode et de fabrication, c'est un monde qui est très fragmenté autour de la chaîne de valeur, donc il y a beaucoup de sous-traitants dans la chaîne de fabrication. Et ce qu'on voit dans des mondes plus industriels qui ont déjà mis en place des systèmes d'information, soit au niveau des achats, soit au niveau de la supply chain, et qui ont déjà un système d'information existant
qui permet d'avoir la chaîne de production industrielle et donc de récupérer des données. C'est beaucoup moins le cas dans ce monde de la mode, et donc il y a plus de fragmentation au niveau des systèmes d'information, plus de fragmentation au niveau des sous-traitants, et du coup beaucoup de mal à établir, à collecter cette première donnée dont on a besoin pour tous les enjeux dont on va parler. Et donc c'est encore une pratique naissante. C'est une pratique naissante, là, comme je vous disais, on parle quand même maintenant d'un certain nombre d'années. Et je pense le dernier point, c'est justement cette maturité, en fait, que les maisons ou que les sous-traitants, au moins, par rapport à des groupes industriels, quand au début des années 2000, on travaillait sur des bases clients dans le monde des télécoms ce sont des gens qui pratiquent ce monde de la donnée depuis presque 25 ans. Là, c'est très nouveau. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que pour travailler sur ces sujets d'IA, donc je vais parler de tous ces sujets de collecte, on a aussi beaucoup besoin d'enrichir ces données. D'enrichir avec données externes. On parle beaucoup, on en reparlera, je pense, des données de météo. Et enrichir ces données, c'est aussi une stratégie finalement de fournisseurs, mais là non pas de fournisseurs de matériaux, de tissus, de textiles, mais c'est de fournisseurs de données. Donc c'est des données de l'open data, de déplacement, c'est des données de météo, mais c'est aussi, on voit naître, et notamment dans cet écosystème de mode durable, des brokers de data et des fournisseurs de données spécialisés, alors de données qui sont soit déjà enrichies, soit de données de fournisseurs qui permettent d'alimenter et d'enrichir les reportings dont on a besoin, alors soit pour des notions réglementaires, soit pour des notions de reporting. Et puis le dernier point qu'on voit naître de plus en plus, on en parlait ce matin, c'est les reporting. Alors il y avait des reporting dans le cadre du développement durable, mais il y a de plus en plus de reporting. On parle de taxonomie, on parle de reporting non financier qui ont besoin de données. Donc là, on est en plein dedans. On travaille avec nos équipes, avec les équipes de Sylvain et d'Émilie pour accompagner un certain nombre de clients sur cette première taxonomie et ces premiers reporting, et qui vont permettre, et on en parlera un peu plus avant ce midi, de travailler après sur des notions de simulation et plus d'IA. Je voudrais vous entendre évidemment sur l'utilisation de l'IA dans l'industrie, mais avant, est-ce que vous pouvez nous faire juste un peu un paysage, ou en tout cas un ressenti, vous qui êtes un peu aux avant-postes de cette industrie, de savoir à quel point la prise de conscience sur les questions de soutenabilité est réelle, et si vous avez le sentiment, vous qui êtes vraiment au quotidien avec eux, que ces acteurs-là bougent et sont un peu dans cette urgence dont on parlait beaucoup ce matin. Oui, tout à fait. Je veux dire, je voudrais d'abord mentionner ou rappeler, mais pas c'est pas un propos de lobbyiste de base, c'est absolument pas le sujet. L'idée selon laquelle la mode est le deuxième secteur le plus polluant. J'étais sûre que vous alliez me reprendre. J'ai quasiment fait exprès. J'imagine, c'est une fake news, mais c'est bien de le dire, parce que c'est vraiment la phrase de Confucius, c'est un mensonge répété 1000 fois devient vérité. D'ailleurs, on a fait un travail à la Fédération de déconstruction. On s'est dit, mais d'où ça vient cette histoire? Alors, on n'a pas le temps, mais je vais volontiers pour une autre table ronde. Je vous dirai d'où ça vient. C'est parti d'un article scientifique d'il y a une dizaine d'années. Ça ne parle absolument pas de ça. Le chiffre a été repris, etc., etc. Bref, pour autant, ça ne dédouane absolument pas la mode de ses responsabilités. Et donc, à mains égards, d'abord, ce qu'il faut dire, c'est que on vit, comme vous le dites, deux révolutions. On vit la révolution digitale, numérique, et la révolution du développement durable. La différence entre les deux, c'est que la révolution numérique, elle s'impose comme toute la révolution technologique, même si c'est une technologie matérielle, alors que la révolution du développement durable, elle requiert des actes volontaristes. Mais tout s'entremêle. Et ça bouge très, très vite dans la mode, parce que la mode est un secteur extrêmement observé, et sachant qu'il y a une grande diversité dans la mode. Sans du tout ostraciser, la fast fashion qui permet d'habiller le plus grand nombre, mais entre la fast fashion d'un côté et les marques de création de l'autre, d'abord c'est des différences de volume de 1 à 1000, et ce ne sont pas les mêmes, c'est des modèles différents, c'est des modèles complètement différents. Et dans la mode, on voit bien dans différents espaces de la chaîne de valeur, il y a des entreprises et des marques ou des marques enseignes qui sont déjà assez avancées dans ce domaine. Et je peux dire que du côté des marques de création, alors je ne parle pas des marques émergentes en matière d'IA, mais le volontarisme s'agissant du développement durable, il est juste très très fort, très poussé, notamment chez les jeunes générations. Et puis les marques importantes et les groupes ont un niveau
je dirais, très avancé en développement durable. Bon, d'abord parce que pour la partie luxe de la mode, il y a une relation consubstantielle du luxe au développement durable, donc à la durée. Et puis parce que, chez LVMH par exemple, une direction de développement durable depuis 1992. Donc tout ça bouge très très vite. Alors, ce qu'on peut dire effectivement, c'est qu'il y a un rapprochement entre la révolution numérique et plus globalement, je dirais, le développement de l'économie de la connaissance, parce que l'économie de la connaissance, à la base, c'est de la data, c'est de l'information, voilà. Et puis tous les enjeux et la mutation et la révolution du développement durable, de différentes manières. S'agissant des entreprises elles-mêmes, je vais faire avec le lien avec l'IA tout de suite. S'agissant des marques elles-mêmes, pour parler notamment des marques de création, il y a une réorganisation de la chaîne de valeur, et c'est l'information qui est au cœur de ça. On n'est pas à un stade où des dirigeants ou des directeurs marketing ou merchandising et encore moins des créateurs vont mettre en place eux-mêmes ou elles-mêmes des algorithmes de décision donc spécifiques. Mais il y a beaucoup d'utilisation de data. Et notamment à partir de la direction des opérations, avec des enjeux de coordination avec la conception et le design, et bien sûr, les web services permettent de créer un écosystème qui font que les choses bougent extrêmement vite. Et forcément, à un moment, ça va se rejoindre avec les enjeux du développement durable. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui sur le développement durable dans la mode? Il y a un énorme enjeu d'objectivation. Il y a du greenwashing aussi. Pas de chez nous, de l'univers que je représente. Mais bien sûr. mais disons, au-delà de ça, mais même c'est un mot un peu facile de ma part de parler de greenwashing, parce qu'en fait, il y a des efforts importants qui sont faits par tous, et pour tous les types de gammes, et pour tous les types de marques. Mais à un moment, ça se mesure. Et la question de l'objectivation de la mesure, elle est extrêmement délicate. Et il y a un risque aussi. Il y a un risque qui apparaît assez fréquemment, qui est un risque classique, qui est un risque inhérent au syndrome du lampadaire. C'est-à-dire qu'on mesure ce qui est mesurable. Et ce qui est plus délicat à mesurer et très important, on a tendance à laisser de côté. C'est pour ça que ce travail de data est extrêmement important. Pour ce qui nous concerne, nous travaillons sur ces domaines de deux façons, selon deux axes, et on le fait pour ces deux axes étroitement avec PwC, très étroitement. On travaille, je dirais, intensément maintenant depuis 1 an et demi. Et donc on le fait en ayant mis en place, on est en phase aujourd'hui de pre-launching, de tests avancés, de pilote, voilà. On le fait pour la chaîne de valeur industrielle. Je crois qu'on a quelques slides juste par je crois que ces slides, c'est sur la chaîne de valeur événementielle. Pour la chaîne de valeur industrielle, c'est-à-dire que, pourquoi? Parce que il y a beaucoup de références dans des collections. Et tout ça, même si le temps se ralentit quelque peu, encore ça discute, c'est un autre sujet. Donc il y a beaucoup d'informations à traiter, et c'est pas toujours facile, quand on a un très grand nombre de références, de multiplier incessamment les ACV. Il faut aussi avoir une approche holistique de tout ça. Donc c'est un outil qu'on met en place qui va de la collection jusqu'à la distribution et après jusqu'à l'usage, et donc qui représente à peu près 35% ou de l'ordre de un tiers des dommages environnementaux. Et puis, alors si on peut voir quelques images, il y a ce qu'on fait pour la Fashion Week, pour la chaîne de valeur donc événementielle, parce que les défilés ont parfois été dénoncés, mais ça, il y a des problèmes ensuite de compréhension d'ordre de grandeur. Donc tout ça, ça se travaille. Pour bien comprendre ce qu'on voit à l'écran là. Oui. Ce qu'on voit, c'est la possibilité, ça illustre la possibilité pour chaque marque, et toutes les marques qui vont être partie prenante de la Fashion Week, qu'elles soient membres ou pas, ou de la fédération, ou qu'elles soient invitées, la possibilité de suivre tout un process de gestion de data, parvenant à une auto-évaluation, et dans laquelle on a intégré, ce qui est pas souvent fait, mais on a intégré aussi l'impact du numérique, donc notamment avec le streaming, bien sûr, donc qui va depuis la conception d'un événement jusqu'à la réalisation de l'événement, et après, pour le démontage, et puis pour le streaming, en incluant les voyages, en incluant tout ça. Et donc, ça va permettre à chaque marque, et ça, on rendra tout ça public
en septembre pour la Fashion Week Femmes. Ça permet à chaque marque de pouvoir s'auto-évaluer, de savoir où elle en est. Est-ce que le fait d'utiliser tel ou tel matériau, est-ce que le fait d'inviter tel ou tel nombre de personnes, etc., etc. Enfin là, je donne des exemples élémentaires. Donc ça, c'est une chose, et ça, ce sera confidentiel. En tout cas, chaque marque aura la possibilité de faire ce qu'elle veut en termes de communication, mais surtout, il y a une possibilité d'agrégation. Et de comparaison. Et de comparaison et d'agrégation, et nous allons nous parvenons à la mise en place d'un indicateur de mesure de l'impact environnemental, social et économique de la Paris Fashion Week. Ce sera vrai également pour la semaine de l'haute couture, qui elle est encore plus dans le développement durable, parce qu'on est vraiment dans l'unicité. Si je peux compléter, Pascal, c'est tout ce sujet dont je parlais, c'est-à-dire d'avoir, on ne sait pas ce qu'on ne sait pas. Et donc là, il y a un premier exercice de collecte et de mesure à un instant T, et à la fois de pouvoir soit mesurer d'événement en événement, soit de pouvoir simuler. Et de pouvoir aussi avoir son propre référentiel. On peut absolument simuler, et de pouvoir et on peut évaluer, s'améliorer. Et donc, où est-ce que vous parliez des différents critères ESG, et donc où est-ce que je vais appuyer ou mettre l'effort sur tel événement pour pouvoir réduire à la fin mon impact. Mais juste à propos, pour illustrer les choses par rapport à la question de la data. Maintenant, quand on pose des questions sur la Fashion Week, sur la semaine de haute couture, bien sûr, nous répondons, quand on nous pose des questions, on est vraiment dans la création, donc la dimension qualitative est extrêmement importante. Mais ça va être sur la plateforme, on a créé, ce que je n'ai pas dit, c'est qu'on a créé aussi une plateforme online, plutôt que de ne pas bouger. On a très vite réagi, on a créé une plateforme online à la fois pour la Paris Fashion Week et pour la haute couture, et qui est accessible à tous, ce qui donne de la démocratisation, aussi avec de l'événementiel, des concerts, du contenu qui est lié à des partenariats avec des musées, et puis le calendrier officiel. Vous pouvez voir, je profite pour faire de la com, vous pouvez voir, vous allez sur la plateforme haute couture online, et vous allez tomber directement sur ça, avec notamment le calendrier officiel, et pareil pour la plateforme Paris Fashion Week Online, parce qu'on a bien voulu différencier les choses. Mais ce que je veux dire, c'est que quand on nous pose la question, je dis, oui, nous, sur notre plateforme, c'est une plateforme professionnelle, mais elle est accessible. Alors sur les trois Fashion Week, semaine de l'haute couture, depuis le début de l'année, on était, jusqu'à la fin mars, on était à 500 000 visiteurs uniques. On était à 400 millions, sur YouTube, etc., pour ce qu'on a mis en place. Maintenant, on a Tencent. Enfin bref, plus ça, le nombre d'impressions. J'applique le principe qu'on peut qualifier de cogito du 21e siècle. Je suis compté, donc je suis. et donc voilà. Mais c'est comme ça qu'on travaille, parce que c'est comme ça qu'on avance. Et c'est la data, mais il faut aussi, c'est là aussi que le travail, c'est une des multiples facettes pour lesquelles c'est extrêmement important, tout ce qu'on fait ensemble, extrêmement précieux pour nous, avec PwC, qu'il faut que les data, elles ne doivent pas être un prétexte, elles doivent être là, elles doivent avoir un sens profond dans l'utilisation. C'est une réflexion sur l'information. Le lien entre le signifiant et le signifié, il ne faut jamais le perdre de vue. Donc Sofiane, on voit que les choses émergent, avancent doucement, ou en tout cas avancent, c'est l'essentiel. On a le temps un petit peu plus de rentrer dans votre solution là. Je suis allée me balader sur votre site et vous mettez en avant un chiffre qui est assez éloquent, qui est un chiffre de la Chambre de commerce des États-Unis, qui dit que 90% des lancements de produits dans la mode sont un échec. Enfin, dans la mode, et peut-être plus largement, vous allez nous expliquer. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu New Life, l'outil New Life, et comment il peut répondre à ces enjeux de durabilité dans la mode? Bien sûr. Donc en gros, oui, en fait, le nombre n'était pas spécialisé dans la mode. Ça inclut aussi le software, ça inclut toutes les économies créatives, en fait. Et donc, le gros challenge pour la créativité, donc on est en train de rentrer dans cette économie, donc économie de la connaissance, économie créative. Le plus gros challenge, c'est le risque. Et donc, quand on regarde par exemple dans le monde des startups, il y a des fonds d'investissement qui vont investir dans une centaine de projets, et un projet va rembourser les 99 autres. Et donc, tout le monde essaie d'appliquer des formules mathématiques comme ça pour, on va dire, mettre en commun en fait plein d'idées créatives et essayer de les faire merger en fait pour réduire le risque. Et donc dans la mode, c'est un peu pareil. Il y a des hit pieces qui vont rembourser tous les invendus. Et donc c'est très très difficile en fait de prédire, parce que voilà, il y a tellement de facteurs qui rentrent en ligne de compte. Et donc l'idée de New Life en fait, c'est justement d'essayer d'apporter des solutions en fait
des deux côtés. Donc il y a d'un côté les créatifs eux-mêmes qui ont une vie en général assez précaire, donc c'est très irrégulier. Parfois on va avoir un gros client, on va faire un contrat freelance et on va gagner 100 000 € la journée pour une campagne. Puis parfois il ne va rien se passer pendant 6 mois. Et donc l'idée en fait, on s'est posé, on s'est dit comment on peut aider ces créatifs à avoir un revenu plus régulier et se rapprocher un peu du modèle de la musique par exemple, des royalties de la musique où on crée du contenu, des NFT, de la data, etc. et on a un revenu régulier. Et ensuite, de l'autre côté, c'est les économies d'échelle. Donc, quand on a des unités de production et qu'on a des gros lancements de produits, là aussi, il y a un très gros risque à réduire. Et donc, d'un côté, il y a les créatifs donc, qui ont un risque. De l'autre côté, les économies d'échelle. Et en fait, ce qu'on est en train de construire, c'est un protocole de data qui leur permet en fait d'échanger et de justement réduire le risque. Donc, au lieu de parier sur une équipe un studio de design, un studio de créa de 30 personnes, on peut en fait l'élargir, l'étendre et créer des conversations visuelles avec une quantité de créatifs. Dans l'idée de mieux prédire ou mieux comprendre, mieux anticiper les tendances et donc, encore une fois, mieux réaligner l'offre et la demande. Exactement, parce que c'est pas que en fait les marques, c'est aussi les influenceurs, c'est aussi les créatifs qui ont des stylistes, etc. Donc c'est un graphe en fait d'échanges qui se font culturels, de curation en fait. Donc la Fashion Week, un des gros enjeux, c'est d'être capable de prédire ce qui va vendre. Et donc, il y a un risque qui est partagé entre les acheteurs, entre les marques, entre les journalistes, etc. Un journaliste qui fait une mauvaise prédiction ou qui fait un commentaire qui ne se réalise pas, il ne fait pas très bien son travail. Ouais. De la même manière, un acheteur qui achète des stocks qui ne vont pas se vendre. Donc, il y a cet effort, en tout cas, qui est fait d'essayer de prévenir et de dérisquer, en fait, et d'être le plus exact possible. Et en fait, Internet, jusqu'à maintenant, a été utilisé beaucoup pour promouvoir. Et nous, ce qu'on essaie de faire, c'est de coordonner mieux. Et donc, de permettre, justement, à tous ces acteurs d'avoir ces outils, en fait, pour mieux faire leur travail. Et donc, à terme, parce que vous parlez beaucoup de risques, mais c'est aussi à terme, évidemment, réduire le gaspillage. Parce que j'ai encore un autre chiffre en tête, peut-être que vous allez me le contester. Mais je crois qu'en moyenne, un individu jette l'équivalent de 30 kilos de textiles par an. Je ne sais pas si c'est un... Je crois que j'ai entendu 12 kilos quelque part, mais je pense que ça inclut aussi... Bon, en tout cas, beaucoup. Mais donc, l'idée de cet outil, si on revient sur le thème du développement durable, c'est justement réduire drastiquement, si possible, ce gaspillage énorme. Alors, il y a plein de facteurs qui on entrent en ligne de compte. a une contestation à ma gauche. Non, je pense que c'est juste. Et ce que vous faites est très important. Je redirai pourquoi c'est très important. Mais vous savez, qu'est-ce qui fait les gros volumes ? Peut-être pour simplifier les choses. Dans la mode, vous avez des marques qui sont pilotées par des binômes, par des managers et des créateurs, on va en revenir après, etc. Puis vous avez des marques qui sont pilotées par les managers, les entrepreneurs en tant que tels. Et avec des importations massives, notamment d'Asie, des gros volumes. Donc, un point très important, c'est la réduction de ces volumes. C'est de la supply. C'est déjà passé par là. C'est la réduction des order to buy. C'est ça, la gestion des approvisionnements pour mettre un terme à ces montagnes de stock et qui donnent lieu à des promotions. Associé aussi. Donc, mais ça va tout à fait. Je n'étais pas d'accord. Ah, j'ai mal interprété votre gestuelle. Mais vous voyez ce que je veux dire. Donc, oui, bien sûr. Il y a cet aspect-là. Je voulais dire, il y a aussi tout cet aspect-là en tant que tel. Et ce que vous faites, vous, c'est de rassembler, c'est ça, c'est la communauté créative. En gros, c'est l'économie de la création, des classes créatives, et l'économie de la connaissance. C'est ça. Exactement. Mais c'est aussi comment on réussit à faire le bon vêtement au bon moment, dans les bonnes quantités et distribué au bon endroit, en gros. Oui, ça fait partie en fait de la chaîne et donc nous on s'intéresse, on va dire, on est très en amont des choses. Effectivement, après il y a des solutions à chaque étape en fait qui permettent d'optimiser. Et donc aujourd'hui on a les outils pour le faire et je pense qu'il y a énormément de potentiel. Un autre aspect aussi qui, je pense, est important pour nous, c'est cette idée qu'on va vers une économie créative et on veut que les créatifs puissent s'exprimer, on veut qu'ils puissent vivre de leur talent, etc. Et donc, soit ça passe par créer de plus en plus de marques, de plus en plus de produits, etc. Soit ça passe par créer des nouvelles chaînes de valeur qui, on va dire, créent une diffusion et une redistribution de valeur
sur l'espace digital. Donc pour certains, c'est la mode virtuelle, donc c'est la réalité augmentée, etc. Personnellement, je ne suis pas trop fan de cette digitalisation de la mode, mais je sais qu'il y a un gros engouement, notamment connecté au monde du jeu vidéo, etc. Nous, en fait, c'est plutôt l'idée de dire que la propriété intellectuelle peut être virtualisée, on peut jouer avec, on peut créer des économies autour de ça, et ensuite donner lieu à des produits physiques sur des quantités moindres, mais avec des matériaux peut-être de meilleure qualité, parce que justement, on a réduit le risque et parce qu'on a été capable de créer des économies sur lesquelles beaucoup plus de monde peuvent participer, donner leur opinion, etc. Donc c'est alors il y a toujours ce débat en fait, est-ce que le créatif est censé être démocratique? Donc on a des discussions avec plein de marques et plein d'experts dans ces domaines-là. Et en fait, effectivement, l'idée c'est que c'est une conversation, donc c'est pas forcément le créatif qui est la superstar et qui va forcer ou qui va en tout cas pousser sa créativité sur le public. De l'autre côté, c'est pas non plus le créatif qui va juste écouter et ne rien faire, mais c'est en gros c'est une conversation et comment effectivement ces conversations peuvent se faire de manière pertinente. Et aujourd'hui, il n'y a pas d'outils en fait sur le web qui permet de faire ça. Et c'est pour ça en fait qu'on voit ce vide et qu'on fait de la recherche et développement sur ce sujet. Ouais. Donc Jean-David, on a une idée un peu plus claire là des enjeux, de la façon aujourd'hui dont l'IA est utilisée. Si on se projette un petit peu pour voir vers quoi on pourrait aller, est-ce que vous pouvez nous aider, disons horizon 10 ou 20 ans, mais je ne sais pas si c'est la bonne timeline, mais en tout cas, en quoi l'IA, si elle arrive à être déployée correctement et de façon soutenable, peut nous aider dans la révolution verte, pour reprendre le terme du titre, de la mode? Alors pour illustrer, je pense que ça serait bien qu'on regarde un petit peu en fait la base de données et notamment d'images qui est créée via Newlife. Ça me permettra d'illustrer parce je parlais tout à l'heure beaucoup de carburant et de moteurs, et on a besoin pour faire de l'IA et pour entraîner des modèles de données. Et je pense que l'exemple de Newlife permet dans ce premier cas d'usage décrit par Sofiane alors peut-être Sofiane, commenter. Donc en fait, on a créé un protocole, on va dire, de collecte de données. Et donc l'idée, c'est de le standardiser à travers un certain nombre d'applications. Et la première, c'est donc Newlife. Et donc le concept ici, c'est on a une idée qui est présentée. Donc ça génère un NFT qui est en fait la propriété donc, du créatif qui l'a uploadé avec un certain nombre d'ordinateurs qui témoignent de la propriété de ce contenu. Et ensuite, il y a des votes, en fait. Donc, les utilisateurs vont donner leur avis en appuyant sur leur écran. Et donc, il y a une barre de chargement, en fait. Et donc, on donne l'intensité du like. Aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, quand les gens like, en général, c'est binaire, c'est oui ou non. Et en général, on ne sait pas vraiment pourquoi il y a eu un like. Donc ça peut être parce qu'on aime bien la personne ou parce que... Ça le qualifie. Voilà. Donc nous, en fait, on capture donc l'intensité. On a une analyse en fait des visuels. Donc on utilise un réseau neuronal en fait pour extraire des objets, etc. Et ensuite, on approfondit. Donc là, comme ce qu'on voit sur l'animation, donc on pose des questions très précises en fait. Mais qu'est-ce que vous avez aimé sur cette photo? Est-ce que c'est etc. Et ensuite, on a un système de scoring des créatifs. Donc c'est-à-dire que tout le monde n'a pas le même poids. Aujourd'hui, les réseaux sociaux, c'est très démocratique. C'est une personne un vote, une personne un like. Nous, c'est plus certains créatifs qui ont démontré un certain niveau d'expertise par plein de biais. Vont avoir 1 million de fois plus de poids que d'autres, et donc c'est très fluide, et donc voilà, on a tout cet algorithme, et donc on va développer un écosystème en fait de startups d'IA qui vont essayer justement de travailler sur ce standard de data. Donc là, ce qui est sur l'écran justement, c'est le dataset, et donc on a une API qui va être mise à disposition avec une économie crypto sur laquelle les startups et les marques vont pouvoir donc acheter des licences de data, un peu comme quand on achète des licences de musique. Et ensuite, donc, sur l'étape 3, c'est un des use cases qu'on a développé. Et donc là, en fait, on a un générateur de mode qui va essayer de comprendre, en fait, donc c'est du deep learning, qui va essayer de comprendre en fait ce que les gens aiment le plus et essayer de proposer des choses qui n'existent pas encore et de collecter des feedbacks et donc d'aller justement, parce qu'aujourd'hui il y a un vrai challenge qui est que souvent l'avis ou le feedback il est reçu en point de vente quand c'est déjà produit, et donc on se dit qu'avoir une capacité de concertation et de créer plus de data justement sur des produits inexistants, ça permet justement d'aller plus loin dans la compréhension de où le consensus est en train d'aller.
Et donc voilà, Bettina, je pense que c'est une bonne illustration. Alors le premier point, c'est de dire, il y a déjà de l'IA pour construire cette base, et cette base, elle est beaucoup autour des images. Et donc c'est ce qu'on voit aussi beaucoup chez nos clients, c'est-à-dire qu'on voit beaucoup, on accompagne de mise en place de data lake, de data hub, pour déjà construire un endroit, une donnée qui est collectée, qui est stockée, qui est de qualité et qui a de la valeur. Et à partir de ce moment-là, on peut développer un certain nombre de cas d'usage. Sur cette base, notamment d'images, avec ces notions de notation, et donc après on pourra discuter avec Pascal de ces notions finalement de critères de mode et de vente, qui peut être discutable, mais enfin elle a une certaine valeur et elle est surtout de qualité, cette base. On peut évoquer 4 types d'usages avec des solutions plus ou moins liées à des modèles d'IA. La première, Sofiane, c'est lié à tous ces sujets d'API. Là, on parlait d'API d'ouverture sur le monde de la mode, mais on pourrait très bien aller un peu plus loin et de se dire finalement, je peux avoir une API sur des vendeurs qui font du recyclage, type VP, Vestiaire Collective ou Vide Dressing, et qui vont pouvoir évaluer directement si je suis, entre guillemets, dans la maison de campagne ou dans le grenier de ma grand-mère, dans les 80 vêtements ou dans les 100 vêtements, les 10 qui vont revenir à la mode. Parce que la veste en jean ou la veste en cuir ou les chaussures pointues, celles-là, elles vont revenir. Et donc, celles-là, elles ont beaucoup de valeur. Dans ce monde de recyclage et de durabilité, on va pouvoir évaluer ces choses. Donc, ouverture des API à des startups qui travaillent sur du recyclage. Le deuxième sujet, c'est à partir du moment où on a une base et on a construit autour une base d'utilisateurs, et c'est là où on doit évidemment respecter tous les enjeux du RGPD et des données personnelles, avec un certain nombre de consentements sur la collecte de traitement, mais on sait que les utilisateurs, certains sont friands de donner leurs tendances, de donner leurs achats, ils ont donné ce qu'ils aiment et ce qu'ils n'aiment pas, et beaucoup d'utilisateurs, à partir du moment où ils ont donné leur consentement, aiment recevoir aussi des propositions personnalisées. Et là, on peut imaginer un certain nombre de choses de matching, donc de produits disponibles, de tendances qui vont proactivement, alors soit sur une base de moteur de recherche, à nouveau qui va utiliser de l'IA en reconnaissance avec du NLP, ou sur la base de matching entre des produits disponibles à revendre et une base d'utilisateurs, et donc de pouvoir créer du matching tel qu'on le voit sur des sites de rencontres. Mais là, on est sur la base d'un vêtement et sur la base d'un créateur et d'un utilisateur. Le troisième point important, et là on en revient un petit peu à des sujets d'audit, qui sont pour certains l'histoire et les fondations de PwC, c'est qu'on peut aller faire un certain nombre d'audits de fournisseurs en prenant des photos. On parle beaucoup de qualité de matériaux, avec un certain nombre et on peut reconnaître, comme Sofiane en parlait, un certain nombre de matériaux, et d'aller tester. On parlait de toute cette chaîne de sous-traitance dans la fabrication et de supply chain qui est un peu fragmentée. Dans les enjeux de taxonomie, on va le voir tel qu'on le voit dans de la cybersécurité ou de la donnée personnelle, de plus en plus d'audits de fournisseurs dans cette chaîne de valeur, et on va pouvoir s'équiper sur une partie des audits, être assisté de photos et de pouvoir sans se déplacer, parce que les audits tels qu'on les faisait il y a 20 ans, on prenait l'avion, on visitait l'usine et on faisait des audits. Alors là, il peut y avoir des sujets de prise d'avion, de dire finalement tous ces auditeurs qui voyagent, on peut avoir des sujets, et on y travaille d'ailleurs chez PwC, et on s'est engagé, comme d'autres, à avoir cette balance et à réduire énormément cette première dépense de CO2 qui sont les déplacements. Et donc via les images, via les photos, on peut aussi réduire énormément et faire des audits de sous-traitants, puisque ça vient beaucoup de la sous-traitance, ces enjeux de matériaux notamment. Et d'ailleurs avec des nouveaux matériaux aujourd'hui, où il y a beaucoup de recherche et d'innovation sur la durabilité des matériaux. Et enfin, le dernier point, qui est encore un cas d'usage, on peut aussi travailler, on parle aussi aujourd'hui de relocalisation. Alors on a de la crise du Covid, on a aussi de la stratégie fournisseur, de la fabrication française qui permet aussi, on parlait d'éviter ces transports et de réduire la chaîne de sous-traitants et la chaîne de risque. On peut imaginer à nouveau sur la base d'un certain nombre d'images et de savoir-faire. On sait aujourd'hui qu'on a un taux de chômage élevé, on sait aussi qu'on a beaucoup de personnes qui cherchent des emplois, mais on a beaucoup de gens qui savent travailler autour de la couture de manière semi-professionnelle ou professionnelle, et on peut à nouveau imaginer d'assister en fait un certain nombre d'acteurs à relocaliser et de trouver, comme on le voit, on peut décider de relocaliser mais de ne pas trouver les compétences, d'assister par rapport à tous ces talents dont on a besoin aussi pour relocaliser en France.
Alors justement, en parlant de talent, moi, il y avait une question que j'avais envie de vous poser, Pascal. On parle un peu on a touché un petit peu à la question des créateurs, avec Sofiane en particulier. Évidemment, cet usage de la data et de l'IA pour mieux prédire, mieux comprendre les tendances, va redéfinir un peu le rôle de cette personne qui est quand même l'épicentre de l'industrie de la mode. J'espère ne pas donner trop d'importance, mais ma question donc c'est quelle nouvelle dynamique il faut créer avec ces personnalités-là et comment, pour que ce soit profitable et utile. Bien sûr. Alors, bon, d'abord, il en est l'épicentre dans les marques de création. C'est-à-dire qu'il y a de la création partout, dans des stylistes, partout. Vous allez dans toutes les marques, et je pense particulièrement à tous les jeunes entrepreneurs qui n'ont pas la volonté, le projet de faire des marques de création, et qui font des choses aussi formidables dans notre registre, mais qui ont à la base une culture entrepreneuriale, managériale. Pour les marques dont les créateurs sont l'épicentre, que vous dites, et pour les créateurs eux-mêmes, je dirais, ils ne sont pas exonérés de ça. Mais c'est là qu'il faut bien comprendre le lien. Ce que vous faites, c'est très important et très intéressant. Et ça pose un certain nombre de questions, ça ouvre des horizons.